En vrai, c'était cool ce que t'as dit. Tu vois, genre, on fait la vidéo. Mais dans cette vidéo, vous verrez ça. Et là, du coup, ça. Laurent Gounel. Quelle voix ce bouquin. Ça arrive là. Et tu te dis, alors ce bouquin, on en parle. Ok, c'est bon, je suis prêt. Ok, Prêt. Ok. On fait un clap. allez, clap. Bon, alors Valentin, est-ce que les dieux voyagent toujours incognito? On va essayer de répondre à cette question. On va essayer de répondre à cette question. Donc aujourd'hui, on va parler du livre de Laurent Gounel. Est-ce que les... Non, c'est pas une question, en fait, les dieux voyagent toujours incognito. Et on a déjà la réponse du coup. On a déjà la réponse. Et en fait, du coup, je vais vous dire un petit peu de quoi il s'agit, de quoi on va parler. Et puis on va essayer de rentrer dans des trucs un peu plus sérieux ou pas. On verra bien comment ça fonctionne. On verra bien. Donc voilà, donc Laurent Gounel, donc c'est quelqu'un qui, faut savoir que c'est quelqu'un qui a travaillé dans le monde de l'entreprise. Et donc du coup, tout au long du bouquin, on va parler du monde de l'entreprise, relativement proche de la réalité, parce que l'auteur lui-même a eu une expérience de ce que c'est que de vivre dans ce genre de société. Et il va avoir une approche qui est assez critique. On va revenir là-dessus et puis on va en discuter un peu. Mais en tout cas, c'est quand même très très intéressant. Alors en fait, toute l'idée du bouquin, comment est-ce qu'un gars qui n'a pas confiance en lui, qui a des pensées suicidaires, parce qu'il commence le bouquin en essayant de se suicider, donc forcément voilà. C'est quand même bien ça. Ça commence très bien. Mais comment est-ce qu'un gars comme ça va petit à petit prendre confiance en lui? Il va avoir un mentor et il va prendre confiance en lui pour s'émanciper, pour devenir plus capable d'aller vers les autres, etc., etc. Donc en fait, c'est un bouquin qui, à travers une histoire, et un peu aussi un livre de développement personnel et d'évolution de psychologie individuelle, etc. Et donc, il y a à la fois une petite critique de la société dans laquelle, de la façon dont les entreprises fonctionnent aujourd'hui, et en même temps, c'est vraiment du pur développement personnel où un mec essaye petit à petit de prendre confiance en lui, etc. En faisant des trucs assez débiles, mais ça on va parler aussi. Et il parle du recrutement dans le livre, et moi ce que j'aime bien aussi, c'est que ça sonne juste, et on sent vraiment qu'il l'a qu'il l'a vécu, quoi. Ouais, Il l'a totalement. vécu, c'est pas quelqu'un qui écrit sur le recrutement de manière méta sur le recrutement, en fait c'est quelqu'un vraiment qui a vécu le monde du recrutement, et il y a pas mal de scènes même qui sont assez drôles, je trouve, parce que finalement ça correspond bien à ce qu'on peut vivre en tant que recruteur. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, alors en plus, il faut dire que le bouquin, donc du coup, il a été écrit en 2010, donc ça date un petit peu. Aujourd'hui, la situation a évolué, mais il y a des choses qui restent très vraies. Et du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, bon, c'était aussi le point, et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on en discute avec Valentin. Parce que moi, j'ai travaillé comme recruteur, comme chargé de recrutement par le passé. Valentin, il fait actuellement exactement le même métier que le personnage principal. Il est consultant en recrutement. Ça se passe mieux. Ça se passe mieux. Je suis pas des envies suicidaires, je rassure tout le monde. Voilà. Et du coup, c'est aussi pour ça c'est intéressant qu'on puisse en parler, qu'il donne un petit peu aussi par rapport à sa vie professionnelle, comment ça se passe. Alors le but c'est pas de faire une vidéo chiante, le but c'est vraiment de voir un petit peu tout ça ensemble, de creuser à la fois la partie développement personnel et puis aussi la partie plus entreprise, recrutement. Parce que c'est vrai que c'est assez... je trouve ça cool d'avoir un peu par l'histoire, essayer de faire passer des idées. Et c'est ce que je fais d'ailleurs dans mon excellent roman que j'ai écrit, qui s'appelle Les Chroniques du Messager, que vous pouvez trouver dans la description et que vous pouvez évidemment acheter. C'est un roman super intéressant. J'en suis témoin pour l'avoir lu. mais bon, à part cette pub personnelle, donc ouais, c'est vraiment des trucs intéressants. Je te propose qu'on commence par le suicide. C'est toujours comme ça qu'on commence une belle histoire. Voilà, c'est ça. Donc effectivement, l'histoire commencerait mal parce qu'en fait le personnage principal, il nous raconte que c'est une victime et qu'il a eu une vie de merde depuis son enfance. Et petit à petit, il va arriver jusqu'au point où il se dit il faut que j'arrête là. Alors il est américain, mais il a des racines françaises, donc il déménage en France. Et puis il vient à Paris. Et puis c'est à croire qu'il vient à Paris vraiment pour se suicider, parce qu'en fait il va vouloir se suicider sur la Tour Eiffel, enfin depuis la Tour Eiffel. Sauf qu'au moment donné où il va sauter... Il se prend peut-être pour une merde, mais il a un grand ego quand même, le gars. Ouais, il a un peu d'ego. Au moment où il va sauter, en fait, il y a un type qui le retient
et le type qui le retient, et ben, je vais pas spoil qui c'est parce que ce serait un peu gâcher toute l'histoire, mais ça va devenir un petit peu son mentor qui va justement l'aider à remettre un peu, parce que au-delà de l'aspect développement personnel et confiance en soi, c'est aussi comment développer le bon état d'esprit pour pouvoir avancer dans la vie, monter des projets, etc. Un peu comme ce qu'on est en train de faire d'ailleurs actuellement. Et ça c'est très important parce que c'est vrai qu'au-delà de... Je pense que c'est un truc vraiment clé, parce que au-delà, on commence déjà à diverger, mais parce que au-delà du côté des actions à faire, c'est aussi arriver à un résultat, c'est aussi avoir une certaine dynamique et un certain état d'esprit, et c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et on peut pas switcher d'un coup de je fais rien dans ma vie, je passe ma vie sur Netflix, à je commence à faire des trucs, etc. Donc c'est aussi un processus. Et bref, donc ça c'est. On va peut-être commencer par enfin on a déjà bien commencé, mais sur le côté monde de l'entreprise. Donc il a un rapport qui est très négatif. Donc le mec en fait il travaille dans un cabinet de recrutement. Bah déjà il aime pas ça, parce qu'il commence il aime pas. Ouais, déjà il arrive, il aime pas ça. Pour commencer, c'est pas du tout un truc qui lui plaît, et ça lui plaît d'autant moins qu'il est très timide, et que quand on est recruteur on doit s'adresser à des gens, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a quand même une belle part de commercial quand même, si t'aimes pas discuter avec les gens. Oui, dans et alors le recrutement c'est compliqué. D'autant plus que lui il est consultant, donc en fait il est à la fois dans la gestion des clients et à la fois... Alors peut-être que tu peux dire un peu comment ça marche un métier de consultant en recrutement. Ouais, parce que du coup consultant en recrutement c'est pas du tout la même chose en fait, si tu veux, entre un recruteur interne qui va recruter pour son entreprise et qui du coup va pas avoir de clients, va juste être dans le contact avec les candidats, et le consultant en recrutement qui va discuter avec les candidats, mais qui va aussi avoir toute la partie relation client. Et c'est ça en fait, moi je pense la principale différence. Surtout qu'un consultant en recrutement il va travailler en cabinet, et du coup il va travailler pour plusieurs clients, et donc à chaque fois il faudra qu'il arrive à se trouver, se fondre un peu dans l'entreprise. Ouais, totalement. Et de fait, il faut bien différencier un cabinet de recrutement et un recruteur dans un service RH au sein d'une entreprise, parce qu'un cabinet de recrutement, c'est vraiment un intermédiaire qui va chercher des personnes qui sont qualifiées pour un poste, qui va les proposer à une entreprise qui a besoin de personnes. Et voilà. Et souvent d'ailleurs, on est plus dans la séduction, nous. On est plus dans la séduction. on est moins avec des lignes très carrées où il faut vraiment que les personnes rentrent vraiment dans les critères. On essaie plus en fait d'aller chercher des profils qu'on va juger bons, qu'on va juger un peu atypiques parfois même, pour essayer après d'aller les défendre et les vendre. Donc, en fait, il y a une démarche un peu de séduction vers les candidats. Une démarche un peu de séduction vers le client, on va essayer de promouvoir le candidat qu'on a donné, et après c'est une démarche aussi de prospection, on va aller chercher de nouveaux candidats, donc du coup un côté beaucoup plus commercial qui n'existe pas du tout dans une entreprise où on est recruteur. Ouais, c'est ça, parce que dans beaucoup de cas, alors, dans le métier classique de recrutement, normalement on va poster quelques annonces sur des plateformes. Moi j'ai jamais posté d'annonce. Ouais, voilà. Ouais. Mais en fait, c'est ça, c'est que. Peut-être parce que je travaille pas assez, mais c'est. Vu les résultats que tu as eu, non. mais non, en fait, le truc, c'est que y a un aspect où dans un cabinet de recrutement, on va souvent devoir chercher des personnes qui sont plus qualifiées, ou en tout cas qui ont des compétences plus recherchées, on va plutôt dire ça comme ça. Ouais. Et vu que c'est des compétences plus recherchées, c'est des gens qui vont être extrêmement sollicités. Ouais. Donc en général, alors même si c'est pas tout à fait la même chose, mais souvent on assimile un chargé de recrutement, un consultant en recrutement, un chasseur de tête, au sens où c'est des gens qui vont avoir des compétences qui sont très recherchées, et c'est la raison pour laquelle le client, l'entreprise, pourquoi tu te marres? Non, parce que chasseur de tête, en fait, des fois ça fait rire les gens. La première fois que j'avais dit ça à une candidate, je me rappelle, c'était une candidate qui m'avait dit du coup, je comprends pas, c'est quoi votre métier en fait, parce qu'elle comprenait pas que j'étais pas dans l'entreprise. Ouais. Et je lui dis, mais moi je suis chasseur de tête. Et elle me dit, et là elle se met à se marrer. Ouais. Elle se met à rire comme pas possible parce qu'elle comprenait pas en fait ce que je voulais dire. Quand on connaît pas, ça fait bizarre, t'as l'impression que c'est de la chasse quoi. Ouais, c'est de la chasse, mais c'est de la chasse en fait. Hein. C'est de la chasse. C'est de la chasse. Mais ouais, et du coup en fait, cette entreprise cliente, la raison pour laquelle elle demande à un intermédiaire de faire cette recherche de candidats, c'est justement parce qu'elle peut pas se contenter en fait de mettre une annonce sur un job board comme Hello Work ou Indeed, parce qu'en fait jamais un gars qui a les compétences qu'elle recherche n'irait mettre son CV, il a pas besoin parce que les gens viennent le voir en fait. Ouais, puis des fois il faut savoir qu'en fait on va chercher des fois sur certains postes, des personnes qui sont 10 sur le marché.
Ils sont 10 sur le marché, mais honnêtement. Donc en fait, l'idée, ça va vraiment être d'aller déjà les chercher, d'identifier ces profils-là, et après, en fait, on va parfois les relancer 10 fois, 100 fois, 20 fois, et les entreprises n'ont pas le temps de faire ça. Enfin, ça met un temps fou, ça demande beaucoup d'abnégation, et c'est aussi pour ça qu'ils payent. Donc ça coûte cher quand même. Ouais, c'est ça. Dès le début, le gars il se sent pas à l'aise, etc. En fait, il y a deux phases qui se passent où, en gros, il explique que au début, quand il arrivait dans l'entreprise, ça se passait bien parce que l'entreprise était une entreprise qui était assez, comment on peut dire, un peu familiale, un peu. Ouais, bah t'es humaine quoi. T'es humaine, c'est ça. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. C'est un peu le cas de mon cabinet, tout le monde se connaît. Ils font leurs chiffres, mais il y a une bonne ambiance, etc. Ouais. Et puis il y a un moment un peu clé où en fait l'entreprise va passer être cotée en bourse. Et donc du coup, quand une société est cotée en bourse, et ben forcément les actionnaires, ça va pas forcément être des actionnaires qui sont liés à l'entreprise, ça peut être des actionnaires complètement externes. Alors en général, il faut quand même savoir qu'une société cotée en bourse, c'est majoritairement des actionnaires comme des fonds d'investissement ou des choses comme ça, et c'est assez peu de particuliers. Les particuliers, dans une cotation classique en bourse, alors évidemment s'il y a des économistes qui peuvent dire en commentaire si je dis que de la merde, mais dans mon souvenir, on schématise, c'est à peine 10% les particuliers qui vont mettre de la thune pour une entreprise, voilà. Donc ça veut dire que concrètement c'est très limitatif, c'est quand même globalement plutôt des grosses structures qui vont avoir un investissement dans les sociétés, et tout simplement parce qu'en fait les particuliers n'ont pas assez d'argent, voilà. Ou c'est des investissements des fois qui sont surtout plus limités quoi. Ou alors c'est des investissements qui sont stratégiques par rapport à justement par ces fonds, par ces voilà. L'un des gros fonds d'investissement qui est très très connu par exemple, c'est BlackRock aux États-Unis. Donc c'est des trucs qui ont des moyens financiers qui sont absolument colossaux et qui peuvent du coup se permettre de mettre des grosses sommes là où en particulier ils pourraient jamais, et de prendre des parts significatives de l'entreprise surtout. Et donc du coup il explique que le problème c'est qu'à partir du moment où la société est passée cotée en bourse, ça a commencé à être la merde. Et alors, pourquoi ça a été la merde, Valentin? Pourquoi c'était la merde? Comme dans toute société en fait qui passe en bourse quoi. C'est pas pareil. Déjà c'est pas la même ambiance quand on est dans un petit cabinet. Comme moi par exemple, je suis dans un petit cabinet, c'est vraiment pas la même ambiance. Il n'y a que le chef d'entreprise finalement et les associés qui vont décider un peu de la bonne marge de l'entreprise, qui vont décider des investissements qui vont être faits, qui vont décider de comment ça fonctionne, alors qu'en bourse il va y avoir des actionnaires qui vont rentrer en jeu, qui sont des personnes extérieures à l'entreprise, et là c'est complètement différent. Et du coup en fait ce qui explique le personnage principal, c'est que suite à cette entrée en bourse, et ben, les gens fonctionnent plus du tout pareil, ils sont beaucoup plus égoïstes, ils cherchent beaucoup plus à faire leurs chiffres, etc. Et lui, évidemment, il est un peu... Alors, ce qu'on cherche à faire aussi quand même, hein, même quand tu n'es pas en bourse, il y a quand même des objectifs de chiffres, parce que derrière, il y a toujours des personnes externes qui vont intervenir. Typiquement, si on a fait un prêt, par exemple, à la banque, derrière, il va falloir le rentabiliser, il va falloir justement prouver au banquier pourquoi c'est intéressant de nous faire un autre prêt. Donc du coup, on a quand même une pression, on va dire, sur les chiffres, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, l'objectif d'entreprise, c'est quand même de faire des chiffres, mais ça va devenir exacerbé en fait dans une entreprise en bourse, parce qu'il y a l'intervention de personnes vraiment extérieures qui vont être là, et on va dépendre un peu de ces personnes-là. Oui, et des personnes qui vont... Alors voilà, et ça c'est une distinction qui est importante. C'est une distinction qui est importante, c'est ça, c'est que le gros reproche que fait Laurent Gounelle par rapport à l'entreprise classique cotée en bourse, etc., c'est que en gros, et c'est pas si faux que ça, en partie en tout cas, c'est que en gros, les gens qui vont être actionnaires de cette entreprise, j'ai l'impression qu'on fait une leçon d'économie. Les gens qui vont être actionnaires de cette entreprise, ils vont pas avoir d'intérêt de long terme de l'entreprise. En fait, ils vont pas chercher à la connaître vraiment, ils vont pas avoir d'intérêt long terme, tout simplement parce que leur but, eux, c'est de récupérer les dividendes, donc les bénéfices qui sont redistribués aux actionnaires à la fin de l'année, ou à la fin du trimestre, ça dépend comment se paye l'entreprise. Et puis ensuite, peu importe en fait, parce qu'il suffirait que l'entreprise, même si l'entreprise elle baissait en cotation en bourse, il suffirait qu'ils vendent au bon moment, et ensuite ils vont mettre leur argent ailleurs, et peu importe en fait que l'entreprise vive bien ou pas bien, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est que l'entreprise fasse du bénéfice, peu importe comment à l'intérieur les gens se débrouillent pour le faire.
Donc du coup, ça peut amener effectivement à une ambiance qui est très anxiogène, qui est très problématique au sein de l'entreprise. Il y a des décisions qui peuvent être un peu bizarres aussi. Exactement. Il peut y avoir des décisions qui sont des décisions de court terme et pas de long terme, parce que précisément l'objectif n'est pas le développement de l'entreprise, mais l'objectif c'est le profit immédiat. C'est la rentabilité. C'est la rentabilité immédiate. Maintenant, il y a quand même un bémol à mettre à cette critique, parce que même si j'ai dit tout à l'heure que dans l'entreprise, dans les actionnaires, il y a une petite partie qui sont des particuliers, oui, mais ces particuliers sont quand même présents en général, et ces particuliers, ils vont automatiquement s'intéresser à la vie de l'entreprise, parce que eux, ils n'ont pas les moyens de perdre ou de machin comme ça, de l'argent. Puis c'est eux-mêmes qui sont intéressés à l'entreprise, c'est eux-mêmes qui ont décidé de mettre leur bille dans l'entreprise. Donc forcément, déjà de base, ils sont beaucoup plus intéressés par l'entreprise, et après, ils suivent de manière plus forte encore que des grosses sociétés qui vont investir. C'est ça. Et surtout dans le cas où c'est une entreprise, parce que là en l'occurrence ce qu'il donne comme exemple, c'est un cabinet, honnêtement je pense que c'est la taille du cabinet où tu travailles. Ouais. C'est un cabinet qui vient, ou peut-être un peu plus gros, mais qui vient d'être coté en bourse. Donc c'est pas un énorme truc, donc ça veut dire qu'il faut connaître un petit peu le milieu. Donc c'est vraiment des gens qui ont fait l'effort de connaître aussi. Et alors non, en fait j'ai dit une grosse bêtise, c'est pas du tout un petit cabinet, parce que en gros c'est un cabinet qui est solide, mais qui est encore en gros développement au niveau des... il y a un fort croissance quoi. Ouais, c'est ça. Alors après sur l'équipe, ça c'est intéressant qu'on puisse rigoler un peu là-dessus, parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a des types quand même. Ouais, il y a des types parce que tu rencontres un peu partout quoi. Parce que pour le coup moi j'ai travaillé dans différentes entreprises, Valentin aussi il a travaillé dans plusieurs entreprises, et il y a quand même des cas où on se dit qu'il a quand même visé juste Laurent Gounel. Il a visé juste, il a vraiment vécu ce qu'il a dit. Et il a vraiment vécu ce qu'il a dit, ouais, c'est pas possible autrement. Et on va pas rentrer dans les détails des personnages et des personnalités, parce que ce serait un peu vous spoiler, mais il y a des passages qui sont vraiment drôles. Parce que réunion d'équipe, moi je trouve qu'elle est la réunion d'équipe, elle est exactement comment c'est exactement comme on peut dire une réunion d'équipe dans tout travail, et même les questions qui vont se poser. Ouais. Les questions qui vont se poser, c'est les mêmes questions. Ouais. Sur par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit réduire la taille des entretiens? Est-ce qu'on doit au contraire fidéliser les candidats? C'est exactement les mêmes questions, avec les mêmes remarques. Ouais. et en plus, les personnages, ce qui est très drôle, c'est qu'à chaque fois, je les dis avec chacun qui essaie de se mettre un peu en avant, et puis chacun qui et tout. Ou même celui qui est content, quand il dit par exemple, tiens, lui il a bien travaillé, et qui, bon, il le montre pas explicitement, mais il est un petit peu content quand même, donc il sait se satisfaire, tu vois. Ouais, totalement. Pour ça, moi, quand par exemple, il y avait mon chef qui m'avait dit, franchement, Martin, c'est bien ce que t'as fait et tout, et puis moi j'étais là, je faisais ouais. tu montres pas, parce que t'es content, mais sinon les autres autour ils vont dire ils ont le seum un peu. Quel faillot. Mais en même temps, tu vois, t'es un petit peu content quand même, ça valorise ton ego quoi. Bah ouais, c'est clair. Donc ouais, il y a une description assez intéressante. Et qu'est-ce que je voulais dire, il y a un moment aussi du bouquin qui est super intéressant. Alors on part un peu dans tous les sens, hein, mais c'est pas grave. Il y a un moment du bouquin aussi qui est super intéressant. C'est quand ils discutent. Ah oui, c'est le rapport entre l'impact de tes efforts individuels et le côté plus global qui vient de l'extérieur. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, attends, je vais prendre le truc, hein, c'était pas je. Voilà, alors là il y a un moment donné où il y a un peu une phrase qui vient du cœur, le personnage principal, il dit « Je suis convaincu que chacun d'entre nous peut changer le monde, à condition de ne pas baisser les bras, ni renoncer à ce en quoi il croit juste, ni laisser bafouer ses valeurs, sinon on est complice de ce qui arrive, et il dit « Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. » Alors, ça amène beaucoup de réflexion en vrai, parce que la personne en face de lui répond et lui dit « Oui d'accord, mais ce sont des belles paroles. » Et en fait, j'ai un peu envie de dire, à chaque fois qu'on commence à dire qu'on va à l'extérieur et qu'on commence à dire « Non, on a envie de changer les choses, de faire des grandes choses, etc. » Les gens ils te regardent et ils font... Il y a toujours... Ouais. C'est ça, ouais. Et du coup, je trouve que c'est un point qui est intéressant, parce que je pense qu'il y a... dans le côté développement personnel, le mot personnel est très juste. C'est-à-dire que c'est vraiment son ego à soi qui se développe,
et on va se dire c'est moi ça dépend de moi, c'est moi qui prends les décisions, c'est moi qui mets en place les actions, etc. Et tout le truc du livre, c'est de montrer que on a une liberté individuelle, qu'on a une prise de décision possible individuelle, et que c'est comme ça qu'on peut devenir stylé. Le truc où je mettrais un bémol là-dessus, perso, après tu me dis ce que t'en penses, mais c'est que je pense qu'il y a effectivement, faut avoir conscience d'un certain degré de responsabilité individuelle, du fait on peut prendre des décisions qui vont changer notre vie, qui vont changer les gens autour de nous, etc. Mais je pense que c'est pas suffisant. Parce que je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent au niveau de la société elle-même. Ouais. Et je finis juste là-dessus. Et c'est justement pour ça que Valentin et moi, on est super investis dans l'associatif. Parce que y a un moment donné où c'est pas juste toi et ton ego, en fait. Non. En fait, le truc, c'est que, tout simplement, si tu veux changer, si tu veux que la société change, il faut mieux que les gens à l'intérieur de la société, ce soient des gens qui soient bien. Ouais, c'est ça. Donc, effectivement, se faire cette démarche de changement, ça peut être intéressant à ce niveau-là. Ça peut être intéressant aussi parce que si tu veux changer et impacter vraiment de manière à grande échelle, il va falloir que toi-même, tu sois quelqu'un aussi de bien et que tu reflètes un peu ce que tu veux faire. Mais ceci dit, le vrai changement, il n'interviendra pas parce que c'est un peu, ça c'est complètement utopique de penser que parce que tout le monde pourrait un jour se dire ensemble on va tous changer individuellement, c'est complètement utopique. Et je pense que le plus important c'est qu'il y ait quelques personnes qui se disent moi je me change complètement en vue après de faire bouger les choses. Ouais. Et de faire bouger les organisations, parce qu'une société c'est une organisation. Ouais, totalement. Et si tu ne fais pas changer l'organisation, ça ne peut pas changer. Parce que en fait là où Laurent Gounel a raison, je pense, c'est que il y a beaucoup je dirais ça comme ça, il y a beaucoup d'apathie. Parce que et pour des raisons qui sont pas forcément, enfin c'est pas forcément une critique des gens, au sens où la vie c'est dur en fait. c'est que vivre en fait c'est super dur, ça demande on traverse beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, etc. Et se sortir, arriver à équilibrer ces choses-là, pour ensuite se tourner vers les autres et aller vers quelque chose de plus collectif, avoir envie d'impacter à petite échelle dans l'associatif ou machin, ça demande déjà d'avoir construit un certain nombre de choses, ça demande déjà d'avoir traversé un certain nombre d'épreuves et de les avoir surmontées. Et en fait, je pense que y a plein de gens qui et je pense que même encore nous, hein, ça nous arrive à plein de reprises d'être dans les problèmes et dans le machin, et c'est trop en fait, c'est trop à gérer au-delà de tes propres soucis et tes propres trucs perso et professionnels à gérer, d'aller se tourner vers ce côté collectif et changement structurel et amélioration structurelle. Et du coup ça rend ça très difficile, mais ceci dit, comme Valentin a dit, je suis convaincu que c'est aussi important qu'il y ait des personnes qui le fassent. Ouais. Et que ce soit pas juste une question de développement personnel, parce que sans ça, il faut pas rêver. Il y aura pas la totalité des gens qui vont se mettre à... C'est pas possible. C'est même, on peut le concevoir, parce qu'on peut tout concevoir, mais ça arrivera pas que demain matin tout le monde va se réveiller et va se dire tiens, je vais complètement changer, ça va changer le monde. Non, c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a des gens qui vont changer, il y a des gens qui vont pas changer, et dans ce cas-là, il est important justement d'avoir des actions plus larges, plus collectives, et qui permettent d'amener au changement et d'amener les gens peut-être à changer par contre. Oui, totalement, c'est ce que j'allais dire. Et ça c'est important parce que là la personne qui accompagne le héros du livre, il l'amène à changer lui, mais c'est tout à fait possible aussi d'imaginer qu'il y a une personne qui va amener à changer un groupe. C'est ça. Et là dans ce cas-là, oui, t'as vraiment impacté quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, ça peut être aussi sous le mode de proposer une structure qui facilite le changement. Alors ça peut paraître très bullshit dit comme ça en termes de langue. Si tu veux pas de contexte, là j'ai l'impression de parler dans un... On va créer une structure. C'est un séminaire d'entreprise là en fait. Mais non, ce que je veux dire, en fait c'est compliqué la manière dont je le dis, mais en fait c'est très simple, c'est de dire tout simplement, par exemple, on va avoir, il y a une association avec qui on a bossé, Accueil Écoute Vie Reflet, où en fait ils faisaient des petits déjeuners pour des gens qui sont en difficulté, qui sont sans abri, etc. Et en fait du coup, le fait d'avoir un espace où on va pouvoir les accueillir, on va pouvoir leur donner un peu quelque chose, leur parler, etc. Ça va permettre de leur donner un cadre un peu plus apaisé,
qui peut éventuellement leur permettre à ce moment-là de commencer des nouvelles actions, Exactement, de ouais. sortir un peu du schéma habituel et de commencer des nouvelles actions. Parce que c'est ça le problème en fait, c'est qu'on est beaucoup, et ça je pense que c'est à titre développement personnel comme développement collectif, on est beaucoup dans des habitudes et si on ne sélectionne pas soigneusement les habitudes dans lesquelles on est et qu'on choisit pas aussi de créer des habitudes au niveau collectif qui fonctionnent, bah ça va aller très très mal. Et l'un des trucs les plus difficiles, c'est justement de faire ce switch d'habitude. Ça c'est très bateau ce que je dis, mais c'est très vrai. Bien sûr, mais ça se fait par exemple, tu vois, quand au Rotaract. J'avais un mouvement très. C'était un peu. Comme au Rotaract par exemple, typiquement, ce qu'on fait dans notre association, toutes les personnes qui viennent dans l'association, au début forcément n'étaient pas à l'aise sur toutes les actions, et petit à petit, en fait, en se jetant à l'eau, en faisant au quotidien des actions, des présentations, des choses comme ça et tout, et on amène des personnes aussi à évoluer, à bouger par derrière. C'est ça, totalement. Donc ouais, c'est un point super important. Alors après, comment est-ce que Laurent Gounel, enfin comment est-ce que le mentor un peu du personnage principal va l'aider à prendre confiance en lui? En fait, il va lui faire traverser. C'est vrai que je dis qu'il était un peu bizarre tout à l'heure. Ouais, il est chelou. Parce qu'on peut vraiment se demander si on a affaire à quelqu'un qui lui veut vraiment du bien ou un gros psychopathe. Ou un gros psychopathe. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est très juste parce que c'est une question que se pose le personnage principal au fur et à mesure du bouquin. Il se dit, est-ce que j'ai pas accepté. Ah oui, parce que. Alors, je l'ai même pas dit en fait, c'est n'importe quoi sa vidéo. Mais j'ai même pas dit. En fait, la raison pour laquelle il obéit à son mentor, c'est pas juste qu'il lui a sauvé la vie, c'est parce que son mentor lui a dit, je te sauve la vie à condition que tu acceptes de faire tout ce que je te dis. Donc c'est un psychopathe. Donc c'est un peu un psychopathe. Et donc du coup c'est pour ça qu'il va lui faire passer toute un tas d'épreuves. Et alors sur ces épreuves en fait, j'avoue que je suis assez dubitatif. Parce que c'est vrai que ça peut aider un peu, mais je suis pas sûr que ce soit très efficace sur du long terme honnêtement. Je donne un exemple. Ça sort de sa zone de confiance, on va dire. Voilà, ça le fait sortir de sa zone de confort. Je donne un exemple. Par exemple, c'est dans le début du bouquin, donc je spoil pas trop. En gros, il va dire écoute, tu vas rentrer dans une boulangerie à un moment donné où c'est l'heure de pointe. Et puis tu vas dire je veux une baguette. Et puis après, quand la boulangère elle te donne la baguette, tu lui dis ah bah non, en fait, je veux 2 croissants. Et puis après, elle te donne les 2 croissants et tu lui dis bah non, en fait, je veux un pain au chocolat. Et puis après, tu dis bah non, en fait, je veux rien du tout. Et après, tu t'en vas. Bon, essayez pas parce que franchement, je pense que ça peut très mal se finir. Voilà, il y a moyen de se faire lâcher. Mais en fait, alors je comprends l'idée. Je comprends pourquoi est-ce que effectivement, dans le cas de quelqu'un qui manque vraiment de confiance en lui ou en elle, le fait de faire des petites choses comme ça, ce soit déjà une certaine pression. Après, je pense honnêtement que c'est quand même c'est des petites expériences, c'est pas vraiment ça qui va t'amener à c'est des expériences. Après, c'est sûr que dans l'immédiat, on peut avoir l'impression du coup qu'on est un peu plus à l'aise après au quotidien parce qu'on a l'habitude d'avoir fait des trucs assez gênants, on va dire. Mais effectivement, enfin, tout à l'heure quand on parlait justement, par exemple, pour amener des personnes à changer, amener des personnes à bouger et tout, il faut avoir vécu des choses peut-être un petit peu plus difficiles que ça. Ouais. En fait, et d'ailleurs ça c'est un truc qui est horrible, mais le truc c'est que il y a quand même le fait de traverser des épreuves vraiment dures va donner cette confiance et c'est pas juste une petite chose de demander à la boulangère de changer de croissant qui va amener ça en fait. Il faut vraiment arriver à pas embêter une boulangère en plus parce que on va pas le faire chez une boulangère. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être chose à faire que servir de cas d'école pour une expérience gagner confiance en lui quoi. C'est sûr. Mais ouais, non, c'est vraiment et typiquement je pense qu'il y a aussi le truc où la vie se charge aussi de t'apprendre ça et après il y a des fois il faut le provoquer un petit peu parce que c'est pas suffisant parce qu'on a envie de progresser plus vite, d'évoluer plus vite. Mais ouais, c'est des fois, petites choses. Se charge, et puis quand elle se charge, t'as pas besoin. Elle se charge bien, tu vois. Et après, tu te dis pas, tu sais, qu'est-ce que je vais pouvoir inventer pour pouvoir. Non, t'as pas besoin d'inventer. C'est bon, ça. T'as pas besoin d'inventer, tu t'en prends plein la tronche, t'as pas besoin d'inventer. Te fais pas plus de mal qu'autre chose. Mais alors, justement, petite anecdote. Ouais. On a une petite anecdote. Notamment. Avec Stéphane Bern. Avec Stéphane Bern, voilà. C'était. Bah vas-y, je te laisse raconter, tiens. Je raconte un bout, tu racontes l'autre bout. Ok, vas-y. Bon, l'idée, je la fais courte. C'était. C'était pas pour développer la confiance. C'était pas pour développer la confiance, pour le coup, c'était parce qu'on avait vraiment envie de faire du business. Voilà, c'est ça. On a envie de se faire du fric. Donc, on avait écouté quelqu'un qui nous avait
proposait un produit qui était une très belle clé. Une très belle clé. Une clé. Voilà, une clé. Qui était très artistique, qui rentrait dans le domaine. Et l'idée, c'était qu'elle avait besoin de quelqu'un, en fait, dans le monde de la culture, qui valorise un peu ce produit et qui la défende et qui lui apporte une certaine crédibilité. Et dans ce cadre-là, on avait défini quelqu'un, Stéphane Bern. Voilà, une personnalité. À l'époque, en plus, je crois que c'est Macron qui lui avait donné un poste justement pour valoriser le patrimoine. Donc du coup, on s'était dit, tiens, voilà. Pour vrai, c'est compliqué de contacter Stéphane Bern. On va pas aller sur les réseaux sociaux, dire contacter Monsieur Bern. c'est pas forcément facile. Et on va pas avoir de réponse. Alors, du coup, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'il fait Stéphane Bern dans la vie? Où est-ce qu'on peut le trouver? Un peu des grands psychopathes. Donc du coup, on a cherché un peu de partout. Et là, on s'est dit, ah tiens, il fait une émission de radio. C'était sur RTL. Donc on était à Paris à ce moment-là. Ouais, on était à Paris, on était à Paris. Et c'était. On était étudiants, on était en licence. Hein. On était en licence. Ouais, on était en licence. 20 piges quoi. Ouais. Et puis bon, on a vu qu'ils faisaient une émission de radio, sauf que bon, à quelle heure? 6h du mat. 6h du mat. Ah ouais, 6h du mat. 6h 9h, la matinale. 6h 9h, la matinale. Et on se dit, bon, on va y aller. Petit problème, on était très malades ce jour-là, toi comme moi. Les deux. Je sais pas ce qu'on avait fait. Je sais pas si c'était la grippe ou la gastro, mais c'était un truc violent. Ouais, c'était très violent. En vrai, je crois qu'on avait de la température. On n'arrivait plus à parler. Moi, j'ai eu du mal à me lever le matin. Enfin, c'était horrible. Et on avait 1 heure de trajet de métro chacun pour aller devant ce studio de radio. C'est ça. Et on s'est retrouvés là-bas. Oui, parce que du coup, le studio de radio en fait acceptait qu'il y ait un petit public. Ouais, un petit public, ouais. Pour un peu. C'était une dizaine, je crois. C'était une dizaine de personnes pour observer un peu l'émission. Donc derrière la partie, la cage d'enregistrement évidemment. Hein. Mais du coup, ça donnait l'occasion éventuellement de prendre 2 minutes pour aller voir les invités et leur parler, etc. Ce qui était quand même mieux plutôt que de l'attendre à la sortie de radio. Enfin, t'as vu la clé? C'est qui cette malade? C'est ça. Mais du coup, c'est ce qui s'est passé en fait, c'est que concrètement, on a suivi la mission, on n'a pas écouté grand chose, hein, même si RTL c'est peut-être très bien, mais on n'a pas écouté grand chose. Franchement, pas se mentir, on était un peu stressé quand même, parce qu'à la fin, on savait qu'il fallait présenter. Ouais, il fallait aller voir Stéphane Bern quand même. Et puis on était malade. Donc j'entendais la moitié, parce que j'avais les oreilles comme ça. Et puis finalement, on a été le voir. Il nous a fait un grand sourire. Il nous a dit non mais je suis pas intéressé. Et du coup on est reparti. mais en vrai c'était quand même une sacrée expérience parce que il avait quand même dit je vais quand même consulter le dossier. Ah oui. Il a fait semblant que ça intéressait un tout petit peu. Voilà. Quand même. Il a dit c'est quand même très joli ce que vous montrez. Mais j'ai retenu quand même un truc de ça, c'est que il y a des fois où même si ça n'a pas marché cette fois-ci etc. Mais il y a des fois où en fait faut pas avoir peur d'aller contacter la personne directement. Ouais. Si on a moyen de trouver un contact ou de voir la personne ou machin, peu importe si c'est un peu forcé, si c'est un peu machin, à un moment donné où on a besoin d'un truc, faut y aller quoi. Ouais, parce que là surtout c'était peut-être un peu le projet, on va pas se mentir, qui l'a peut-être pas convaincu directement, mais ceci dit, moi je reste convaincu qu'il faut faire ça en fait. Si à un moment donné tu as vraiment quelque chose à faire, faut pas hésiter à aller voir les gens, parce que c'est comme ça que ça s'est fait. Enfin, il y a des personnes qui sont arrivées, notamment des stars ou des gens comme ça, qui sont arrivés justement là où ils sont, parce qu'ils se sont dit tiens, c'est cette personne-là qui pourrait m'aider à y arriver, et du coup qui se sont dit tiens, elle arrive à cette heure-là, dans tel lieu, et du coup la personne elle a été pile à l'endroit, et elle a rencontré, et elle a été pertinente dans les 5 premières minutes. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est passé et que du coup ils ont pu monter et créer quelque chose. C'est ça. Et pour le coup, je trouve que c'est là où l'approche du mentor, du personnage principal du bouquin est très juste. C'est que c'est pas de la théorie analytique dans un cabinet de psy quoi. C'est vraiment il va prendre le mec, il va le foutre dans des situations difficiles où il doit se débrouiller, où il doit apprendre à aller voir les gens etc. Et il doit faire des trucs. Alors après je suis un peu dubitatif sur les épreuves qu'il lui donne à faire, etc. Mais ceci dit, le principe est pas idiot et je pense qu'il y a un truc où il le révèle quand même à la fin. Quand même. Il développe. Ouais, il le révèle quand même. Et j'ai une expression pour ça. Souvent, je dis, c'est le tribunal de l'expérience. Au-delà de la théorie et de comment est-ce que tu imagines les choses, c'est concrètement qu'est-ce qui se passe quand tu agis, quoi. Et la réalité dit toujours la vérité. Après, il faut l'interpréter correctement pour pas se planter, mais la réalité dit toujours la vérité. Et à un moment donné, ce qui fait que les choses bougent ou les choses changent, c'est qu'on agit.
Et en fait, concrètement. Moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas forcément te faire vivre des milliards d'expériences. Ça peut être un prétexte, mais c'est pas l'idée en fait du développement personnel. Le vrai développement personnel, il doit te préparer à vivre. Mais après, ce qui est bien aussi, c'est que du coup, ça appelle à développer un certain courage. Parce que, et c'est pour ça qu'on ne peut pas switcher d'un coup avec des trucs très durs à des trucs très faciles. Parce qu'en fait, le problème, c'est que au fur et à mesure du temps et des expériences, il y a un certain degré de résilience et d'acceptation et de persévérance qui se développe. Mais on ne peut pas se dire du jour au lendemain, je suis persévérant ou je suis machin, ça sert à rien. Parce qu'en fait, c'est justement parce que il y a 1 million de trucs qu'on a enchaînés qui étaient difficiles, qui nous amènent à se dire vraiment je suis capable d'aller dans cette direction-là, je suis capable d'avoir la détermination, et c'est pas juste de la motivation, je suis vraiment capable d'avoir la détermination, c'est ça mon objectif et je vais y aller, et après il y a des obstacles, il y a des machins, mais j'y vais, point barre. Et c'est pas du just do it, c'est vraiment changer un état j'y vais, quoi. d'esprit, c'est pas ça prend du temps. fait, hein. C'est des expériences, c'est une construction, reconfigurer un peu son mental, des choses comme ça et tout. C'est pas en 2 secondes qu'on va changer d'état d'esprit parce qu'on s'est dit tiens le matin j'ai envie de me lever en ayant confiance en moi, en ayant une mentalité de gagnant ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça qu'on va arriver. Bah en fait faut voir ça exactement. Même si dans le recrutement des fois justement le matin quand t'arrives on te dit alors est-ce que t'as une mentalité de gagnant est-ce que t'as winner? Non mais c'est ça, et ça c'est quelque chose d'ailleurs qui se traduit autant au niveau des objectifs et des ambitions qu'on peut avoir dans la vie, mais aussi au niveau tout bêtement relationnel en fait. Parce que les relations qui vont être vraiment intéressantes, c'est pas des relations superficielles, c'est pas des relations où on va dire coucou, salut, au revoir. Et puis voilà, c'est des relations où en fait on va développer une amitié, ou si c'est un partenaire de vie ou une partenaire de vie, on va développer un amour. Et ce développement il se fait justement parce qu'on traverse des expériences, parce qu'on apprend à communiquer, parce qu'on est des personnes différentes, parce que machin, et tout ça, il faut du temps. Il faut vraiment que le temps se passe, et c'est ce que j'aime d'ailleurs à titre personnel dans les romans par rapport à des trucs comme les nouvelles ou machin, c'est qu'en fait la longueur du récit donne le temps de s'attacher au personnage. Et typiquement, on peut dire la même chose dans des films ou des séries. Une série qui a marqué énormément les gens comme Game of Thrones par exemple, on a le temps de découvrir le personnage de Lannister, on a le temps de découvrir tel ou tel personnage et d'apprendre à les aimer, à les apprécier, de les voir dans différentes situations, etc. Et donc du coup il y a un vrai lien, il y a un vrai émotionnellement, il y a un attachement qui se fait. Et le truc c'est que, et c'est pareil en fait quand on se fait des amis ou comme je disais des relations plus intimes, si on cherche pas à aller vers un certain temps, vers une certaine continuité, en fait la relation n'est pas vraiment intéressante parce que c'est ce temps qui fait que on commence à se sentir proche des gens. Donc voilà, après évidemment il y a toujours plein de situations où on est obligé d'avoir uniquement des collègues, où on peut pas avoir tout le temps que des personnes dans un cercle intime évidemment, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est ça qui rend les interactions intéressantes, c'est d'être dans cette optique là, et d'ailleurs pour revenir à l'entreprise et pour revenir au développement personnel, à la confiance en soi, cette optique de long terme, et c'est au fond d'ailleurs ce que reproche le personnage principal à son entreprise, c'est la vision court terme, alors que lui il pense que le développement sain d'entreprise se fait sur du long terme, et pour le coup c'est pas vrai, comme c'est vrai sur typiquement moi quand j'ai travaillé avant le recrutement, j'étais au Crédit Agricole. Et Crédit Agricole, c'est typiquement une des entreprises qui s'en est le mieux sortie pendant la crise de 2008, parce que justement ils avaient une perspective qui était une perspective long terme. Ils n'avaient pas d'actionnaire directement, ils ont une partie actionnariale, c'est un peu compliqué, une partie actionnariale, une partie sociétariale, mais du coup ils fonctionnent d'autre manière qu'une banque classique, et ce qui fait que du coup ça les a conduits à être bien différents sur la crise. C'est ça. Et ça c'est important, et après même sur le long terme, une entreprise elle a besoin d'être sur le long terme à la fois pour le business, mais à la fois aussi pour ses salariés, parce qu'on peut pas dire à un salarié aujourd'hui tiens toi tu n'as pas la vision long terme parce que tu vas changer d'entreprise tout le temps, si l'entreprise te donne pas envie, elle fait pas l'envie d'investir sur toi sur le long terme. C'est ça totalement. Je pense que c'est déjà pas mal, on a déjà dit beaucoup de choses. Donc voilà le livre, donc Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito. Honnêtement c'est un livre qui vaut le coup d'être lu, je pense. Même s'il est un poil daté parce que c'est quand même 2010, donc
Mais sur le recrutement, c'est pas daté. Après, sur le recrutement, voilà, c'est pas daté. Personnellement, en fait, la seule vraie déception que j'ai eue sur le bouquin, c'est qu'il n'y a pas vraiment de truc spirituel. C'est que en fait, du coup, c'est très concret, quoi. De A à Z, il n'y a pas de truc un peu extraordinaire ou machin, comme le titre le laissera entendre. Donc c'est très intéressant, on apprend beaucoup de choses. L'histoire est super agréable à suivre. Laurent Gounel, c'est quelqu'un qui écrit très bien, c'est quelqu'un qui connaît son sujet, malgré peut-être les petits, les petites subtilités, les petits bémols qu'on peut mettre sur certaines choses, sur les critiques. Mais il connaît son sujet, et puis surtout, en fait, à la fin, moi je pense qu'il faut le lire jusqu'au bout le bouquin, parce que à la fin, c'est très intéressant. À la fin, ouais, à la fin, c'est super intéressant. C'est pas spirituel, mais par contre, c'est très intelligent d'un point de vue stratégique. Ouais, c'est super intéressant d'un point de vue stratégique. Et je pense que, ouais, il y a beaucoup de choses c'est pas un bouquin d'économie, c'est pas un bouquin de développement managérial ou quoi que ce soit, mais il y a des idées qui passent, il y a des choses intéressantes, et très franchement, ça se lit super facilement. Donc, honnêtement, achetez-le. Ça vaut le coup d'être lu. Et puis, on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Salut à tous. Salut.